Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Europe. Nous sommes à l'hôtel de Coulanges, dans le Marais, à la Maison de l'Europe, pour cette nouvelle édition. Dans cette émission, retour sur les bancs de l'école, en Allemagne, où les rythmes scolaires font aussi débat. Ensuite, direction l'Irlande, un des seuls pays d'Europe qui n'autorise pas l'avortement. Enfin, direction l'Albanie, où des associations tentent de juguler la traite des êtres humains. Mais d'abord, Sandra Cerquera nous emmène en l'Espagne, où l'indépendance n'est pas juste une idéologie. Sandra, on assiste à une espèce de fièvre indépendantiste en Europe depuis le début de la crise. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, on le voit. En fait, il y a une crainte au sein de l'Union européenne de se voir se fragmenter un certain nombre d'États membres. Et c'est vrai que la crise agit comme un catalyseur parce que les revendications indépendantistes ont toujours existé au sein de l'Union européenne, mais le phénomène s'amplifie avec la crise. Donc c'est le cas notamment en Belgique. Le principal dirigeant indépendantiste, Bart De Wever, qui réclame aux francophones d'aller vers une voie plus confédéraliste. On voit aussi en Écosse que l'argument économique est très important. Alors eux, ils ont négocié un accord avec Londres pour organiser un référendum en 2014. Alors en Catalogne aussi, ils aimeraient organiser un référendum, là où nous avons réalisé le reportage, sauf que Madrid, là, pour le coup, n'est pas d'accord. Une majorité de Catalans seraient prêts à voter oui à ce référendum pour demander leur indépendance. Donc on vous suit en Espagne. Le sujet est partout. Il envahit les conversations, les journaux. Pour les Catalans, devenir indépendants vire à l'obsession. Nous sommes à Vic, près de Barcelone. Ici, tous sont persuadés que sans l'Espagne, la Catalogne serait plus riche et vivrait mieux. Cela fait trop d'années que l'État espagnol nous étouffe. La Catalogne paye chaque année à Madrid 16 milliards d'euros. Et en contrepartie, on ne reçoit quasiment rien en aide ou en investissement. Pour la santé ou l'éducation, on paye 3 fois plus que le reste de l'Espagne. On n'en peut plus de payer autant et de recevoir si peu. Avec la crise, les gens ouvrent enfin les yeux. On se rend compte des injustices. D'autant que nous aussi, on a subi des coupes budgétaires. Aux fenêtres et aux balcons, la bannière indépendantiste frappée d'une étoile blanche est fièrement accrochée. Et même au fronton de la mairie, le drapeau espagnol a disparu. Ici, ce n'est pas l'Espagne. Ici, c'est la Catalogne. On a été conquis par l'Espagne, mais on n'est pas espagnol. On est catalan. Nous sommes une nation qui a son identité, sa langue, sa culture. Nous sommes un autre pays, un pays qui n'a pas d'État. En 2009, le village s'est déclaré État catalan libre, suite à un référendum populaire. Un vote pour l'indépendance qui a eu lieu dans plus de 600 villes de Catalogne. Et à chaque fois, une majorité écrasante de oui pour s'affranchir de l'Espagne. Bien que symbolique, cette déclaration de souveraineté a empiré les relations avec Madrid. C'est à ce moment-là que le mouvement indépendantiste s'est intensifié en Catalogne. Madrid a très mal réagi. Ils ont voulu interdire ces référendums populaires en ayant recours à la justice. L'Espagne affirmait que c'était inconstitutionnel parce que nous n'étions pas une vraie nation. Et ça a été très mal vécu par les Catalans. Et pour ne pas relâcher la pression, le village a décidé depuis peu de ne plus verser ses impôts locaux à l'État central. Ils sont récoltés directement par la Catalogne. Une façon de répondre à Madrid, qui a toujours refusé à la région catalane l'autonomie budgétaire tant réclamée. C'est un acte de protestation. Et par la même occasion, nous préparons l'avenir et notre indépendance. C'est une sorte d'exercice grandeur nature pour apprendre à administrer nous-mêmes nos impôts. Nous savons que nous ne pouvons attendre aucune aide des Espagnols, car ce qu'ils aimeraient, c'est garder notre argent. Le processus d'indépendance se concrétise. À Barcelone, on pose déjà les bases pour la création d'un État. Depuis un mois, le Conseil de transition nationale travaille en toute discrétion. 12 membres, des politiques, des universitaires, ébauchent les contours d'un fisc, d'une sécurité sociale, d'une banque centrale catalane et d'un pouvoir judiciaire. Une feuille de route chargée en attendant le référendum pour l'indépendance prévu en 2014 par le gouvernement catalan. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir des frontières ou de se replier sur nous-mêmes. Au contraire, c'est la possibilité d'enfin faire entendre notre voix à l'Europe et à l'international et de ne plus dépendre de l'Espagne pour décider de nos politiques,
d'enfin parler d'égal à égal avec Madrid. Le rapport de force avec Madrid ne fait que se durcir. En réponse, le gouvernement espagnol continue d'affirmer que ce référendum n'a aucune valeur juridique. Il est clair que la Constitution espagnole ne reconnaît pas le statut d'autodétermination. Pour l'instant, on va vers une rupture avec l'État central. Mais nous sommes déterminés à demander l'aide des tribunaux internationaux pour faire reconnaître notre indépendance. On ne peut pas bafouer cette volonté démocratique. Solution pour les uns, catastrophe pour les autres, l'indépendance fait peur aux industriels catalans. Certains ont déjà menacé de déplacer leur siège de Barcelone si le scénario indépendantiste se confirme. C'est la région la plus dynamique du pays et les exportations augmentent. Pour cet économiste, ce n'est pas le moment de courir le risque de perdre de l'activité, pire de réduire le PIB. Le risque en devenant indépendant, c'est que nous quittions l'Europe. Nous n'aurions alors plus l'appui de la Banque centrale européenne. Être en dehors de l'Union européenne revient à payer des taxes. Et 60% de nos exportations sont à destination de l'Europe. Ce serait un surcoût considérable qui plomberait notre économie. Sans compter que les entreprises catalanes ne sont pas à l'abri d'un boycott de l'Espagne. Plus qu'un boycott, l'Espagne pourrait, si la Catalogne quitte l'Union européenne, bloquer le processus d'adhésion. Car il faut l'unanimité de tous les pays membres. Le chemin vers l'indépendance pourrait être encore long. Sandra, on le voit bien dans votre reportage, il y a vraiment cette idée ancrée chez les Catalans qu'ils s'en sortiraient finalement bien mieux sans l'Espagne. Oui, pour les indépendantistes catalans, l'indépendance, c'est la seule solution. Ils en ont assez en fait de payer plus que de raison. Ils mettent en avant leurs atouts économiques. Ils ont un PIB important, ils ont un tourisme aussi très florissant, des exportations qui augmentent. Mais malgré cette bonne santé économique, ils ont un déficit très important et donc ils se disent que s'ils payaient moins à l'État central, ils auraient de quoi réduire leur déficit. Pourtant, il y a des gens que cela effraie. Oui, il y a pour beaucoup, en fait, l'indépendance n'est pas économiquement viable. Certains économistes et certains chefs d'entreprise disent que si l'État catalan devient indépendant, le PIB pourrait chuter de 25% et ce serait un État indépendant avec plusieurs milliards de déficit, donc c'est inenvisageable. Et surtout, s'ils demandent leur indépendance, ils pourraient être amenés à sortir donc de l'Europe. Et Viviane Reding, en fait, a laissé... La vice-présidente de la Commission européenne. Oui, Viviane Reding a laissé entendre que tout pays qui demandait son indépendance serait amené certainement à renégocier donc son adhésion. Or, il faut l'unanimité de tous les États membres pour donc obtenir cette adhésion et Madrid continue à s'opposer. Donc ils se disent que le processus pourrait ne jamais aboutir. Ça pourrait être trop de risques pour finalement un résultat trop incertain. Merci Sandra. Si on parle de modèle allemand en termes de compétitivité, c'est aussi le cas sur les rythmes scolaires, longtemps vantés comme un modèle. Pourtant, outre-Rhin, le débat fait rage et c'est Paul Bouffard qui nous en parle. Paul, la question des rythmes scolaires a largement fait débat en France ces derniers mois et on a souvent pris le cas allemand comme modèle. Oui, on est allé voir en Allemagne comment fonctionne le système scolaire, le rythme scolaire. Alors en Allemagne, outre-Rhin, ce système est de la compétence des Länder, donc des régions. Ce système est à mi-temps, 11h30, 13h30 le matin à peu près, l'après-midi est libre. Alors il coûte moins cher aux finances publiques et il est plus respectueux du rythme physiologique des enfants. 208 jours de classe par an, soit 64 de plus qu'en France. On a misé sur l'intégration et l'apprentissage par l'école, mais aussi par les activités extrascolaires. Donc là, on vous suit en Bavière, où vous avez été accompagné par Mélanie Bontemps. Très tôt le matin, c'est un ballet d'écoliers qui s'active. En Bavière, comme dans le reste du pays, début de journée à 7h40 pour les petits Allemands. Michael Kraus est instituteur dans le village de Kassel. Ici, comme le veut la tradition allemande, la classe est donnée le matin. Ils débutent leur journée avec des petits jeux d'informatique. Alors ici, on commence le matin à 7h40, les cours durent environ 45 minutes. Il y a 2 pauses, une première de 20 minutes à 9h10, puis une seconde un peu plus tard. Les cours finissent normalement aux alentours de 12h40. C'est ce système qui est aujourd'hui la source d'inspiration du gouvernement français dans sa réforme des rythmes scolaires. En Allemagne, les élèves ont en moyenne 193 jours d'école par an, contre 140 en France.
Moins de vacances, mais un rythme plus souple, avec moins d'heures de classe, seulement 5 par jour. Au final, c'est moins de fatigue pour les écoliers. Oui, je pense que, bien sûr, quand on doit rester à l'école jusqu'à midi et qu'ensuite on retourne dans son environnement familial, on est peut-être moins fatigué que si l'on reste à l'école jusqu'à 16 heures. À l'école, on ne peut jamais vraiment se décontracter. À Kassel et dans la plupart des écoles d'Allemagne, on compte en moyenne 21 élèves par classe. Lucas, 9 ans, est en dernière année de primaire. D'abord, on a allemand, ensuite cours de maths. Moi, après l'école, je rentre à la maison et aujourd'hui, j'ai match de foot. L'après-midi, je préfère être dehors et jouer avec mes amis. Autre classe, ici c'est cours d'orthographe avec Renate Kraus, institutrice depuis 17 ans à Kassel. En tant que professeur, l'après-midi, je peux travailler, corriger et préparer mes cours pour les prochains jours. À 13 h, les jeunes Allemands filent à la garderie. D'autres vont en cours de musique ou encore au sport. Autre différence de taille avec la France, le salaire des professeurs. Ici, à Munich, en Bavière, un jeune instituteur commence avec 2200 € net par mois, 1600 pour un Français. Le système éducatif est financé par les Länder, c'est-à-dire les régions politiques qui ont le statut d'État en Allemagne. La participation à l'échelon national est très faible. Comme tous les matins, Axel Brunage prépare les enfants. Une nouvelle journée d'école pour Shirin et Noam. Le papa est français, il vit en Allemagne depuis 15 ans. Ses enfants sont nés et scolarisés ici à Munich, alors il peut comparer. Ça leur laisse beaucoup de temps, beaucoup plus de temps pour faire leurs devoirs ou pour simplement aller à la bibliothèque ou pour avoir la possibilité d'apprendre par d'autres moyens simplement que par l'école. Noam, tu fini de manger ou pas? La question c'est qu'est-ce qu'on fait des enfants l'après-midi? Effectivement, quand les enfants n'ont pas d'école, il faut les occuper. Comme on travaille tous les deux avec ma femme, on a eu de la chance, on a réussi à avoir une place pour les deux. Mais il y a beaucoup de gens effectivement qui sont obligés finalement de travailler en mi-temps ou de ne pas travailler pour pouvoir s'occuper de leurs enfants l'après-midi. En Allemagne, la tradition est tenace, et particulièrement dans les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, où la maman reste à la maison pour élever ses enfants. Dans plus de 50% des couples avec un enfant de moins de 6 ans, seul l'homme travaille. Donc, pas facile de gérer un emploi du temps avec ce rythme scolaire. Il y a justement beaucoup de gens qui demandent des places en garderie et pour l'instant, il n'y a pas les infrastructures pour ça. Un modèle jalousé par toute l'Europe qui se remet aujourd'hui en question. Le système s'essouffle devant les inégalités sociales. Du coup, pourquoi pas une école à temps plein ? C'est nécessaire pour deux raisons. Tout d'abord, c'est une possibilité pédagogique. On dispose de plus en plus de temps pour l'enseignement. D'un autre côté, il y a tout simplement la réalité sociale. De plus en plus de familles ont besoin de cette possibilité de laisser leurs enfants à l'école toute la journée. Le nombre de femmes actives augmente de plus en plus. Et je pense que c'est une question d'emploi du temps. La journée complète à l'école est une conséquence du développement du travail des femmes. Aujourd'hui, les pédagogues allemands restent satisfaits. Mais pour continuer à garantir à la fois une bonne éducation et l'emploi des femmes, l'Allemagne doit remettre en cause ses vieilles traditions. Depuis 2004, plus de 4 milliards d'euros ont été investis pour permettre à un tiers des écoles primaires d'offrir une journée de classe à temps plein. Paul, ce qui est étonnant dans votre reportage, c'est qu'en France, on prend l'Allemagne comme modèle pour les rythmes scolaires et eux-mêmes sont en train de remettre en question leur propre rythme scolaire. Alors oui, c'est paradoxal. Nous, on leur jalouse leur après-midi libre et eux nous envient notre école à la journée à temps plein. Le système allemand est en pleine remise en cause. Comme le confiait Axel, le jeune papa, dans le reportage, les familles ont du mal à occuper leurs enfants les après-midi. Cela coûte cher. Alors il y a bien les kindergarten, les garderies, les cours de piano, les cours de danse, tout ça, mais ça coûte très cher et de plus en plus de familles laissent leurs enfants devant la télévision à la maison. Et tout ceci, Paul, a une incidence sur l'emploi des femmes, bien entendu. Il y avait une tradition en Allemagne, la maman qui s'arrête de travailler pour s'occuper de sa progéniture toute la journée et notamment les après-midi. Désormais, crise oblige, les choses changent. En fait, l'emploi des femmes grimpe en Allemagne et le nombre de familles monoparentales avec une mère seule augmente. Les mamans sont obligées de travailler, ce qui pourrait bien pousser les autorités allemandes à changer et à basculer vers une école à temps plein. Merci, Paul.
On croit souvent que le droit à l'avortement est garanti sur tout le territoire de l'Union européenne. Pourtant, en Irlande, l'interruption de grossesse y est toujours totalement interdite et un sordide fait divers a de nouveau relancé les débats. Flora Sauvage s'y est rendue. Flora, depuis plusieurs mois, le débat sur l'avortement s'est réinvité sous les feux de l'actualité. Pour quelle raison? Il y a eu un fait divers avec la mort d'une jeune femme d'origine indienne qui vivait à Galway, en Irlande, en octobre 2012. Cette jeune femme était enceinte de quelques semaines. Un soir, elle se présente aux urgences parce qu'elle avait des maux de ventre et on lui dit qu'elle est en train de faire une fausse couche. Sauf que la fausse couche tardant à avoir lieu, elle demande un avortement et le médecin lui dit écoutez, le cœur de votre fœtus bat encore. Ici en Irlande, l'avortement est totalement interdit, je ne peux rien faire. Elle perd le bébé et une semaine plus tard, elle meurt d'une septicémie. Fait divers tragique, une femme enceinte de 31 ans meurt après avoir demandé un avortement qui lui a été refusé. Automne 2012, après le décès de Savita Alapanavar, le débat sur l'avortement est relancé en Irlande. Ce fait divers dramatique suscite un tollé général dans le pays où l'IVG reste interdite. Après 5 référendums, ce n'est pas la première fois que la question revient sur le devant de la scène. Niall Behan dirige le planning familial. Ici, on milite en faveur de la levée de l'interdiction de l'interruption volontaire de grossesse. En 1983, un amendement dans la Constitution a introduit l'idée que la vie de la mère et celle de son bébé ont la même valeur. Depuis, il n'y a pas eu de loi pour préciser ce que cela signifie réellement. Il a fallu un drame en 1992 pour remettre en question cet amendement. Une adolescente de 14 ans tombée enceinte après un viol à qui on avait refusé un avortement a conduit la Cour suprême à se prononcer. On a eu une interprétation de la Cour suprême en 1992 qui dit que si la vie de la mère est en danger, un avortement est envisageable. Mais la difficulté, c'est qu'aucune législation n'a été mise en place, aucune consigne n'a été donnée au corps médical. Si bien qu'aujourd'hui encore, recourir à une IVG est passible de la réclusion à perpétuité. Chaque année, 5000 Irlandaises vont à l'étranger pour se faire avorter. En 30 ans, près de 150 000 femmes ont fait le voyage. Car en Irlande, le poids de l'Église a toujours empêché les évolutions en la matière. Les catholiques restent farouchement opposés à l'avortement. Dieu donne la vie et personne n'a le pouvoir d'ôter la vie à part Dieu. Donc je ne pense pas qu'on ait la liberté d'avorter, non. Vous tuez un enfant. Je suis fatiguée d'entendre ceux qui se sont appelés libéraux. Ils ont perdu la foi. Dans de très rares cas, d'accord, mais en dehors de ça, non. En 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Irlande à cause du flou juridique qui entoure l'avortement. Sous la pression internationale, le gouvernement s'est engagé à déposer un projet de loi avant l'été. Une décision saluée par cette députée de gauche. Elle milite en faveur de la libéralisation de l'avortement. Le gouvernement a traîné des pieds depuis des années sur cette question. C'est tout à fait historique. Même si ça ne concerne qu'un petit nombre de femmes, symboliquement, c'est très important. Car ça veut dire que pour la première fois en Irlande, nous allons avoir une loi sur l'avortement. Et c'est pour cette raison que les opposants sont si énervés, qu'ils manifestent tant et qu'ils mettent autant d'argent pour des campagnes de publicité financées par les États-Unis. Car en Irlande, les lobbies pro-vie sont très influents. Pour les opposants à l'avortement, le fœtus est un être humain dès les premiers instants de la vie. Evelyne travaille au sein de l'association Pro-Life Campaign. Elle a participé aux manifestations anti-avortement de ces derniers mois. La raison pour laquelle l'avortement est une question qui pose problème, c'est qu'il y a 2 vies en jeu, il y a 2 corps. Ce n'est pas que ma vie qui est en jeu, c'est aussi la vie de mon bébé. Donc les 2 doivent être protégés. Et cette vision est relayée au Parlement par le sénateur Mullen. L'opposition à l'avortement en Irlande est souvent présentée comme une question exclusivement religieuse. Et dans une société plurielle, on ne peut pas légiférer à partir de la foi de certains. Mais c'est une mauvaise compréhension de notre position. La façon dont je vois les choses, c'est que oui, bien sûr, on est inspiré par la foi, mais cela relève du bon sens, d'un instinct naturel de protection des droits de l'homme.
Mais les mentalités évoluent, la jeunesse est plus ouverte sur la question, même si l'avortement, sans motif apparent, n'est pas encore à l'ordre du jour. Je pense que ça devrait être légalisé, car c'est le corps de la femme. La décision doit lui appartenir. Et de toute façon, dans quelques années, je pense que ça sera légal. Alors, pourquoi pas maintenant? Je ne suis pas d'accord avec elle, car il s'agit d'une vie à l'intérieur de soi. Je dis ça maintenant, mais si jamais je tombais enceinte dans 6 mois, je serais peut-être la première à aller avorter, alors je ne sais pas. Malgré le déclin de l'influence de l'Église catholique en Irlande, les esprits évoluent lentement. D'après un sondage, 85% des Irlandais sont favorables à l'avortement si la vie de la mère est en danger. Seuls 36% des personnes interrogées se prononcent pour la légalisation de l'IVG, quelles que soient les raisons. Flora, quelle est la législation en matière d'avortement en Irlande ? Alors, l'Irlande est le dernier pays avec Malte en Europe à considérer l'avortement comme illégal. Donc en Irlande, quand on pratique un avortement, on est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. C'est totalement illégal. Mais que pourrait changer cette nouvelle loi sur l'avortement ? En fait, pas grand-chose, puisque c'est un assouplissement très timide de la législation en vigueur. Ce projet de loi a pour but de permettre l'avortement en cas de danger pour la vie de la mère. Mais l'avortement restera interdit en cas de viol, en cas d'inceste ou en cas d'anomalie du fœtus. Donc les Irlandaises vont continuer à aller en Angleterre pour pratiquer un avortement dans ces cas-là. Ou en cas de choix personnel de ne pas avoir d'enfant. Est-ce que tout cela est de la faute de l'Église? Parce qu'on voit bien dans votre reportage que le poids de l'Église est important en Irlande. Oui, on sent que le poids de l'Église est encore très important. L'Église catholique est totalement opposée à l'interruption de grossesse. Après, on sent que la jeunesse irlandaise est plus favorable à l'avortement. C'est vrai que quand on discute avec des jeunes Irlandais, on sent qu'ils sont plus tournés vers l'étranger. Ils voient qu'à l'étranger, ça se pratique et ils sont plutôt favorables quand même à l'idée d'assouplir la législation en vigueur. Merci Flora. Si l'Albanie ne fait pas partie de l'Union européenne, ce petit pays bénéficie de fonds européens, notamment pour juguler la traite des êtres humains. Fabrice Cunet s'est rendu à Tirana, capitale du pays. Fabrice, pourquoi ce choix d'aller en Albanie alors que le pays ne fait pas partie de l'Union européenne ? Alors l'Albanie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais l'Albanie est clairement sous surveillance de l'Union sur cette question des trafics, que ce soit des trafics d'armes, que ce soit des trafics de drogue, ou comme pour notre sujet, des trafics d'êtres humains. Ces réseaux dits albanais sont très implantés en Belgique, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Et sur le problème spécifique du trafic des êtres humains, c'est la Grèce et l'Italie qui sont particulièrement exposés. Du coup, on est vraiment face à un problème à dimension européenne. Et l'idée avec le reportage, c'était d'aller se rendre compte sur place à Tirana comment travaillent ces ONG qui luttent contre ce trafic des êtres humains, comment elles travaillent au quotidien, portées à bout de bras par des financements européens. C'est la dernière campagne d'une ONG albanaise contre la traite des êtres humains, le dernier symbole de la mobilisation contre ces trafics ici. En Albanie, l'exploitation des enfants ou la prostitution ont longtemps été des sujets tabous et un problème récurrent dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas 200 € par mois. Depuis quelques années, les choses changent et la lutte contre ces trafics s'organise. Depuis son petit bureau de la capitale Tirana, Daniela coordonne l'action des ONG dédiées à l'enfance. Un vaste réseau d'alerte et d'aide à la réinsertion parti d'un constat. Ici, il n'y a pas de service public qui aide les enfants en difficulté à se réinsérer. C'est à nous, ONG, d'assurer cette mission. Il faut réintégrer ces jeunes victimes de violences, de trafic ou de travaux forcés, et comme l'État ne le fait pas, notre travail est très important. Dans leur travail au quotidien, les ONG mettent l'accent sur la prévention. Exemple dans cet immeuble au cœur d'un quartier très défavorisé de Tirana. Un accueil de jour pour des enfants en grande précarité et un soutien pour leur famille. Les enfants, quelle lettre on a appris aujourd'hui ? Chaque jour, une cinquantaine d'enfants déscolarisés se retrouvent autour de ces tables pour des cours ou des activités. Une alternative à la rue.
Ce sont pour la plupart des enfants livrés à eux-mêmes et qui vivent dans une grande pauvreté. Ils sont tous des victimes potentielles de n'importe quel trafic ou souvent utilisés par leur famille pour gagner de l'argent. Ils s'appellent Béram, Berti ou Franco. Ils ont entre 4 et 15 ans. Tous racontent la même histoire, les mêmes difficultés familiales. Et travailler fait partie de leur quotidien. Moi, je vends des noisettes aux gens et après je donne l'argent à maman quand on rentre à la maison. Moi, quand je suis dehors, je cherche du fer ou je vais sur Internet. Et le fer que je trouve, je le vends pour ma famille. Eux sont restés à Tirana, mais parfois les enfants seraient loués ou envoyés au Kosovo, en Macédoine ou en Grèce pour travailler. Quelqu'un a vu la maîtresse Johanna? Pour Sonila Massati, certains réseaux criminels ciblent les familles pauvres et profitent de ce trafic. Après plusieurs années à la direction de ce centre d'accueil, elle voit la situation s'améliorer lentement. Je pense qu'il reste beaucoup de difficultés. Il y a certaines problématiques que l'on n'arrive toujours pas à résoudre à cause de la bureaucratie. Même si l'État a adopté des lois récemment, le chemin est encore long pour que l'on réussisse ensemble à trouver des réponses aux problèmes de ces enfants et de leurs familles. Sous la pression de l'Union européenne, l'Albanie a en effet adopté une série de lois, mis en place des plans d'action depuis une dizaine d'années pour lutter contre le trafic d'êtres humains. L'homme clé du dispositif, le vice-ministre de l'Intérieur. Face aux critiques, Narden Doka réclame du temps. La coopération avec les ONG, c'est vrai, est à améliorer pour réinsérer les victimes dans la société. Il faut aussi que l'on perfectionne notre cadre juridique, même si le cadre existant me semble déjà efficace. On doit travailler à l'adapter aux standards européens. Et ces carences sont encore plus criantes en matière de prostitution. C'est du moins le constat fait par les ONG comme celle d'Ariela Mitri. Les femmes sont victimes de stigmatisation par la société albanaise et les structures de réintégration manquent. Seulement 5 sur l'ensemble du territoire. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ces centres d'accueil. Pour faire leur intégration, au début, les victimes ils ont eu besoin d'une maison, d'une place pour dormir, pour la sécurité, pour la nourriture. Et après, construire un projet de réintégration. Et ici, toujours, c'est difficile de trouver une place. Que ce soit pour les enfants ou pour les femmes victimes de trafic, la solution passe par l'éducation. L'Europe soutient certains programmes de sensibilisation à Tirana comme dans le reste de l'Albanie. Mais dans un pays où l'on manque de tout, les trafiquants ont encore une longueur d'avance. Fabrice, on voit bien dans votre reportage l'empreinte de ces mafias albanaises. Qui sont-elles finalement? Alors d'abord, on ne parle pas de mafia, on parle de clans d'une dizaine, quinzaine d'individus implantés un peu partout en Europe qui gèrent ces réseaux de trafic de drogue, trafic d'armes ou trafic d'êtres humains. Évidemment, pour donner un chiffre, on estime à 30 000 prostituées d'origine albanaise qui travailleraient en Europe. Ces clans, donc des petits clans très influents en Albanie, gravitent autour du pouvoir, autour des candidats dans les différentes élections. Et ça, c'est un vrai problème pour les ONG, ce problème de corruption et d'influence très marquée de ces petits clans albanais dans un pays qui est jeune démocratiquement. Ils apprennent la démocratie et du coup, c'est un processus qui est lent. Le pouvoir ne nie pas ce problème de corruption, mais il est évidemment très très présent. Fabrice, ces associations luttent un petit peu comme elles peuvent contre ces phénomènes. Comment est-ce qu'on pourrait les juguler finalement? Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, c'est sur le statut des victimes. Il y a un vrai effort à faire de ce côté-là. Une prostituée qui voudrait se réinsérer, pour elle, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Les structures de réinsertion sont très rares et puis et surtout, elles sont stigmatisées, montrées du doigt. C'est très compliqué de reprendre une vie normale pour ces victimes. Et puis, il y a surtout, à mon avis, le problème central, que ce soit pour la prostitution ou pour le travail forcé, c'est la scolarisation. C'est un pays très jeune, l'Albanie. 40% de la population a moins de 18 ans et sur cette population, seulement un enfant sur deux aura accès à l'école maternelle. Problème de déscolarisation, problème de pauvreté, 200 € de salaire moyen, un terreau très très fertile pour ces différents trafics et une tentation pour les familles évidemment de mettre au travail les enfants plutôt que de les mettre à l'école. Et là-dessus, l'Albanie y travaille mais le chemin est évidemment très long. Merci Fabrice.
Voilà, c'est la fin de cette émission à la Maison de l'Europe, à l'Hôtel de Coulanges à Paris. Nous, on se retrouve très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsénat.fr. Thank you.